La justice pénale internationale, souvent vantée comme un rempart contre l'impunité, souffre parfois d'un manque flagrant de légitimité et d'efficacité, avec des procédures longues et coûteuses, des préjugés politiques et une réticence à poursuivre des puissants. Elle suscite des questions quant à son impartialité et à sa capacité à véritablement rendre justice aux victimes. Bienvenue dans la tribune pour le peuple, l'espace de liberté pour s'exprimer, l'émission du peuple par le peuple et pour le peuple. Ici votre serviteur Jean-Luc Oumba Bakani. Je reçois aujourd'hui monsieur Johan Soufi qui est avocat à la Cour pénale internationale. Bonjour monsieur Johan. Bonjour. Je suis très content de vous recevoir sur mon plateau. Pareillement. Est-ce que vous me permettez de vous tutoyer aujourd'hui? Oui, bien sûr, avec plaisir. Ok, d'accord. D'entrée, est-ce que tu peux te présenter pour ceux et celles qui ne te connaissent pas? Oui, donc je m'appelle effectivement Johan Soufi, je suis avocat en France et devant les juridictions pénales internationales en général. Et j'ai travaillé devant plusieurs juridictions, notamment le tribunal pénal international pour le Rwanda, celui pour la Sierra Leone, le tribunal spécial pour le Liban. J'ai travaillé aussi brièvement pour la Cour pénale spéciale en République centrafricaine. Okay. Et aussi pour de nombreuses missions d'enquête des Nations Unies, au Mali, en Côte d'Ivoire, au Timor oriental. Et là, dernièrement, j'étais procureur international en Ukraine où j'enquêtais sur les crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis dans le contexte du conflit ukrainien. Très belle carrière. C'est quoi la prochaine étape ? Prochaine étape pour l'instant, c'est le doctorat à l'Université Laval et à l'Université Paris-Panthéon-Assas. Et puis d'autres missions des Nations Unies, je ne sais pas encore où. Vous avez une très belle expérience. En tout cas, n'hésitez pas dans vos réponses de mentionner vos expériences personnelles. Nous, on aime tout connaître ici. Alors, pour ceux d'entrée qui aspirent à faire une carrière dans la justice pénale internationale comme toi, quelles sont les étapes à suivre pour y arriver ? La première chose, je pense, c'est dans la justice, c'est d'être avocat dans son pays, à la fois pour le titre et comment dirais-je, et pour avoir une certaine forme de sécurité de l'emploi lorsqu'on n'est pas en mission internationale. Donc voilà, ça donne des bases, ça donne aussi une expérience. Quand on est avocat international, on plaide pas souvent, on n'est pas souvent en audience, et donc un peu d'apprendre le métier sur le terrain au quotidien, ça c'est la première des choses. La deuxième chose, c'est probablement de passer par un stage. C'est difficile d'entrer à la Cour pénale internationale, à l'ONU ou dans les différentes juridictions pénales internationales. Et donc, de faire un stage, ça donne des réseaux, ça donne une première expérience sur le CV, mais ça permet aussi de savoir si c'est un environnement professionnel qui va nous correspondre. Ouais. Et enfin, le dernier point, je dirais, c'est que tous les chemins mènent à Rome. Et que donc, si on a l'envie de travailler dans la justice pénale internationale, il faut tenir compte de sa diversité, à la fois bien sûr à La Haye, peut-être à la Cour pénale internationale ou dans les autres juridictions qui s'y trouvent, mais également sur le terrain, comme on en a discuté, en Afrique, au Moyen-Orient, en Amérique du Sud, ou juste la porte d'à côté, ici, à Avocats sans frontières Canada, je ne sais où. Mais voilà, il y a diverses formes de pratiquer la justice pénale internationale. Et donc, c'est vraiment d'avoir à la fois l'esprit ouvert et une forme de, de compréhension de la diversité de la justice pénale internationale. Ouais. Après, avec ton expérience, quelles sont les compétences nécessaires pour réussir dans ce domaine ? Le premier, c'est comme toujours, c'est le travail. C'est une forme de rigueur à la fois juridique et méthodologique, mais aussi une forme d'ouverture d'esprit, je pense, de savoir se remettre en question de manière permanente. C'est pas parce qu'on est un excellent avocat ou étudiant au Canada ou en France que ça veut dire qu'on est prêt à affronter, les défis qui vont se poser à nous et donc de réapprendre à chaque fois à travailler. Aussi le respect de la diversité, d'apprendre que c'est important de travailler avec chacun et que chacun apporte sa pierre à l'édifice en fonction de son parcours professionnel, de ses spécificités culturelles.
Et donc voilà, c'est je pense, on va dire professionnalisme, respect de la diversité, communication également. Je pense que c'est important dans tous les domaines de la justice pénale internationale de savoir communiquer et de savoir aussi écouter. Ok. Je vais encore parler de toi avant d'entrer vraiment dans mes questions. Quelle est l'affaire qui a été la plus difficile pour toi ? C'est difficile parce que chaque affaire a une spécificité. Peut-être, je dirais la première parce que c'était tu venais d'entrer. Voilà, c'était ma première expérience au Rwanda, donc au tribunal pénal international pour le Rwanda. J'ai d'abord commencé en défense. Au sein d'une équipe de défense qui représentait un ancien ministre accusé d'avoir participé au génocide. Et donc, la difficulté, elle venait à la fois de la découverte d'un nouvel environnement de professionnel, mais aussi culturel. Ouais. Elle venait aussi du mandat, qui est de représenter quelqu'un accusé des crimes, du crime le plus grave, en tout cas d'un point de vue symbolique. Et puis voilà, donc de s'adapter à ce défi à la fois professionnel, culturel, et puis d'être hors de cette zone de confort, mais dans laquelle aujourd'hui je m'épanouis, de toujours, justement, je disais, se remettre en question et apprendre, recommencer à zéro à chaque nouvelle mission. Ok. Alors, on va parler de la saisine de la Cour pénale internationale. On aimerait savoir comment fonctionne le processus de saisine de la Cour pénale internationale et quels sont vraiment les critères pour qu'une affaire soit portée devant elle. Il y a 3 modes de saisine. Le premier, c'est les États. C'est-à-dire que les États peuvent renvoyer une affaire au procureur de la Cour pénale internationale, soit une affaire qui a lieu pour des crimes qui ont lieu sur le territoire d'un autre État. C'est ce qui s'est passé avec la saisine, par exemple, de la CPI par 43 États, il me semble, pour la situation en Ukraine. Mais aussi, et ça a été fait de manière beaucoup plus importante, des États qui renvoient des situations dans leur propre pays. Et donc ça a été le cas au Mali, en Ouganda, en Centrafrique, où c'est l'État qui saisit le procureur pour des crimes qui ont lieu sur son territoire. La deuxième mode de saisine, c'est celle du Conseil de sécurité. C'est ce qui a été fait au Darfour, au Soudan. C'est ce qui a été fait également en Libye. Et donc là, c'est le Conseil de sécurité dans le cadre du chapitre 7 de la Charte des Nations Unies, qui renvoie une situation au procureur de la CPI, et cela y compris lorsque l'État n'est pas partie au statut de Rome, c'est-à-dire n'est pas membre de la Cour pénale internationale. Et enfin, le troisième mode de renvoi, et qui est de saisine, qui est le plus à la fois progressif, le plus ambitieux et le plus complexe, c'est l'autosaisine du procureur. Okay. Et c'est-à-dire que le procureur a la capacité, lorsqu'il considère que c'est dans l'intérêt de la justice et que les crimes sont suffisamment graves, et que bien évidemment l'État est un État partie à la Cour pénale internationale, de se saisir lui-même d'une situation et d'enquêter de manière proprio motu avec l'autorisation de la chambre préliminaire de la Cour pénale internationale. Donc voilà un peu les 3 modes de déclenchement de l'action pénale internationale devant la Cour pénale internationale. D'accord, merci pour ces informations et ces réponses. On va parler bientôt de l'Ukraine aussi, parce que tu travailles là-dessus. Mais beaucoup d'Africains aujourd'hui se plaignent. Beaucoup d'Africains se plaignent de l'acharnement de la CPI contre leurs dirigeants. Penses-tu, avec ton expérience, notamment en Afrique, au Rwanda et partout, qu'il existe réellement un acharnement de la CPI envers les dirigeants africains ? Il y a eu longtemps une forme d'africanocentrisme de la Cour pénale internationale. C'est comment dirais-je, non seulement visible, mais c'est indéniable, dans le sens où toutes les premières affaires de la Cour pénale internationale, tous les premiers accusés qui ont été renvoyés devant la Cour pénale internationale étaient africains. Ça, c'est indéniable. Après, ça dépend de quel côté on se place. Quand on dit un acharnement contre les dirigeants, on peut y voir aussi, si on voit la chose dans une perspective différente, un intérêt particulier de la Cour pénale internationale et de la justice pénale internationale pour les victimes africaines. Okay. On pourrait se dire que, d'une certaine manière,
les victimes de crimes internationaux, quand elles sont en Afrique, sont protégées par la justice pénale internationale, et celles au Moyen-Orient, en Syrie, en Palestine, elles ont été largement ignorées de la Cour pénale internationale. Donc, tu vois, ça dépend de quel côté on se place. Ouais. Ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, je pense qu'il y a une prise de conscience et une volonté de la Cour d'étendre un peu la dimension géographique de son action, comme l'illustre aujourd'hui l'action de la Cour en Ukraine, dont tu as parlé, mais aussi la volonté peut-être d'ouvrir des situations aux Philippines, au Venezuela ou dans d'autres régions du monde. Exactement. Alors, on va parler des enquêtes de la CPI. Peux-tu nous expliquer comment se déroulent les enquêtes dans le cadre des crimes internationaux et quelles sont les principales difficultés auxquelles un enquêteur peut être confronté? Oui. Donc, la spécificité des enquêtes internationales par rapport aux enquêtes nationales, c'est qu'il n'y a pas de force de police, il n'y a pas de bras armés, si j'ose dire, de la justice pénale internationale. Exactement. Et donc, quand on est enquêteur des Nations Unies ou d'un tribunal international, le principal point de contact, la principale mise en œuvre de notre mandat, ce sont les autorités judiciaires et de police nationale. Mais malgré tout, effectivement, on a quand même des capacités d'enquête, notamment d'aller identifier les témoins, d'aller collecter de la preuve sur place lorsque c'est possible, ou à distance si c'est pas possible de se rendre dans le pays, par exemple avec des enquêtes open source, c'est-à-dire en ligne. Oui. De plus en plus, les réseaux sociaux sont utilisés, y compris par les auteurs de crimes internationaux. Donc ça, c'est une source d'information et de preuves très importante. L'autre forme de collecte de preuves, c'est aussi de faire venir les témoins à soi et donc de les déplacer par exemple dans un pays limitrophe ou d'aller dans les camps de réfugiés lorsque les populations ont fui. Prenons l'exemple du Mali, il y a eu énormément aussi de témoins des crimes qui sont allés au Burkina Faso, en Mauritanie et dans les camps de réfugiés des pays limitrophes. Donc ça, c'est une autre forme d'enquête lorsque on n'a pas accès au territoire national. Ok. Et toi, en tant qu'avocat, quand il s'agit par exemple d'obtenir des preuves ou de trouver des témoins, comment tu fais ? Ça, on parlait tout à l'heure de pourquoi est-ce que c'était difficile. Moi, en tant qu'avocat français, notamment dans un système plus de droit romano-germanique, on a un système dans lequel l'avocat, il mène pas d'enquête. Peut-être pour nos auditeurs canadiens ou américains de common law, c'est quelque chose qui est ou ceux qui regardent des films, c'est quelque chose. C'est un peu différent. Voilà, c'est quelque chose avec lequel ils sont plus familiers. Pour moi, avocat français, c'était quelque chose de totalement étranger à ma pratique quotidienne. Mais effectivement, la justice pénale internationale, c'est plutôt un système accusatoire dans lequel à la fois l'accusation mais aussi la défense mènent ses enquêtes. Et donc, on doit apprendre à faire des enquêtes. Et dans ce contexte-là, c'est important d'avoir des gens qui sont spécialisés à la fois dans les enquêtes, donc des anciens policiers ou des gens qui ont travaillé même dans le journalisme ou dans des ONG spécialisées dans le domaine, mais aussi des juristes qui savent quelle est la finalité d'un produit d'enquête qui est in fine une dimension judiciaire, puisque à la fin, les informations qu'on collecte, l'objectif c'est de les présenter en audience comme une forme de preuve. Il y a aussi une nécessité d'avoir une connaissance culturelle du local, avec des réseaux locaux pour trouver les témoins, pour comprendre aussi la preuve dans son contexte culturel. Et donc tout ça, c'est un ensemble de défis qu'on apprend un peu sur le tas quand on est avocat. Et ça, qu'on soit avocat français ou avocat de common law ou avocat africain, de toute façon, par définition, et c'est ce que je disais, la justice pénale internationale, on est en dehors de sa zone de confort et donc on doit apprendre à comprendre et à connaître le contexte local. D'accord. Le mandat d'arrêt de la CPI contre un président en exercice est aujourd'hui un sujet controversé. On va parler du cas de Vladimir Poutine plutôt. Tantôt là. Peux-tu nous expliquer les implications politiques et juridiques d'une telle décision ? Ouais.
Déjà, de dire que c'est une décision historique, mais qui s'inscrit quand même dans une forme de continuité. Ouais. Je t'ai dit que j'avais travaillé au tribunal spécial pour la Sierra Leone. Ouais. J'étais notamment en charge de la coordination du jugement de Charles Taylor, l'ancien président du Libéria, qui était en exercice au moment de l'acte d'accusation et des enquêtes. Donc, c'est pas la première fois dans l'histoire. On pense aussi à Milosevic, on pense au président al-Bashir devant la Cour pénale internationale. Donc, d'abord, de dire que ça s'inscrit quand même dans la continuité du développement de la justice pénale internationale qui s'attaque aux puissants, y compris au président ou au chef de gouvernement. Donc ça, c'est la première des choses. Par contre, ce qui est certain, et ça tu l'as bien souligné, c'est que Vladimir Poutine, c'est quand même un autre poisson, si j'ose dire. C'est impuissant. C'est impuissant, c'est le président en exercice d'une puissance nucléaire, d'un membre permanent du Conseil de sécurité, et donc il y a une dimension historique à ces poursuites qui est indéniable. Il y a une dimension juridique d'abord. J'entends beaucoup aussi de critiques. Oui, on s'attaque à Vladimir Poutine. Si le procureur de la CPI a lancé un mandat d'arrêt qui a été confirmé par une chambre préliminaire, c'est que d'un point de vue juridique, d'abord, il y a les preuves, en tout cas un standard de preuves suffisant pour que des juges indépendants aient vérifié ce mandat d'arrêt et les certifier, les valider. Et c'est donc qu'il y a au moins un faisceau d'indices qui tend à la responsabilité de Vladimir Poutine. Et après, ce sera l'objet du procès, s'il y en a un, de dire si c'est au-delà de tout doute raisonnable ou pas. Mais donc, voilà, il y a cette dimension à la fois historique, juridique, et ensuite politique, effectivement, puisque la mise en œuvre du mandat d'arrêt, elle, pose problème, puisque maintenant, on va se poser la question de savoir comment est-ce qu'on va pouvoir... qui va aller l'arrêter. Voilà, qui va aller l'arrêter. Mais je dois dire que malgré tout, si vous regardez, Vladimir Poutine n'a pas pu se rendre au sommet des BRICS le 22 août en Afrique du Sud. Il n'est pas non plus allé au sommet du G20 qui avait lieu en Inde, et donc de dire que la justice pénale... Voilà, exactement. Et donc de dire que la justice pénale internationale est totalement inefficace ou inutile, je pense que malgré tout, d'avoir le président en exercice de la Russie qui peut plus voyager à sa guise, c'est malgré tout quelque chose quand même qui doit être souligné. Ok. Moi, je suis originaire de la République démocratique du Congo, où sévit aujourd'hui une guerre depuis plus de 20 ans. Je vais parler de la République démocratique du Congo et en même temps de l'Ukraine. Penses-tu que la CPI est suffisante pour juger les auteurs des crimes commis pendant ces deux guerres, ou faudrait-il envisager aujourd'hui la création d'un tribunal international spécial pour ces deux conflits ? Parler de... Commençons par la République démocratique du Congo. C'est-à-dire que le projet de la justice pénale internationale en général et de la Cour pénale internationale en particulier n'a jamais été de remplacer les autres mécanismes locaux, régionaux de lutte contre l'impunité. Donc, la justice pénale internationale et la CPI en particulier, elle a vocation à intervenir qu'en dernier ressort. Donc, dans tous les cas, je pense qu'il est toujours dans l'intérêt de la justice internationale d'avoir des mécanismes complémentaires. D'abord, les juridictions nationales, lorsque c'est possible, puisque c'est elles qui ont à la fois la légitimité et l'action locale pour intervenir. Et lorsque c'est pas possible, effectivement, d'avoir des mécanismes régionaux, que ce soit un tribunal spécial, comme ça a été le cas en Centrafrique, au Rwanda avant, en ex-Yougoslavie, ou voir une cour africaine, par exemple, comme ça a été le cas aussi pour Hissène Habré au Tchad, mais la cour était basée au Sénégal. Ça, c'est des pistes de réflexion intéressantes parce qu'il y a une forme de légitimité et de localisation de la justice qui est au plus proche à la fois des communautés affectées et de la preuve de là où elle se trouve. D'accord. On va parler du terrorisme. Est-ce que tu penses que le terrorisme sera un jour inscrit en tant que crime international ? Ça a déjà été le cas d'une certaine façon. J'ai travaillé aussi au tribunal spécial pour le Liban, qui était le premier tribunal à considérer le terrorisme international comme un crime relevant de sa compétence et de son mandat.
Donc c'est déjà le cas d'une certaine manière. Le gros problème, c'est qu'il n'y a pas de définition. Voilà. Par exemple, pour les génocides, on connaît la définition. Pour les crimes contre l'humanité, pour les crimes d'agression, tout ça, on connaît. Mais pour le terrorisme, c'est un peu vague aujourd'hui. Oui, il y a 2 points de comment dirais-je, d'échoppement. Le premier, c'est est-ce qu'on considère qu'un État peut être... terroriste. Peut être terroriste. Et la deuxième, c'est quelle liberté on donne ou comment on prend en compte les mouvements de libération nationale. Ça, c'est quelque chose qui, continue d'opposer les différents membres de la communauté internationale sur la définition. Et donc, tant qu'on n'a pas une définition avec laquelle on est en accord au niveau international, ça va être difficile d'avoir un tribunal qui prend en compte dans son mandat cette définition. Mais, comme tu l'as très bien dit, le crime de terrorisme, qui est notamment de créer la peur parmi la population civile en utilisant des moyens de terreur, ça, d'une certaine manière, c'est déjà aussi pris en considération dans les crimes qui existent, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, le génocide. C'est déjà d'une certaine manière dans la compétence des tribunaux. Et par exemple, quand je travaillais pour le tribunal spécial pour la Sierra Leone, on considérait que le fait de couper les bras et des victimes ou de commettre des crimes d'une atrocité incroyable, c'était déjà des crimes contre l'humanité, mais c'était effectivement une forme de terrorisme. Donc je ne sais pas si j'ai répondu à ta question, mais en tout cas, je pense que on a déjà des outils qui existent, qu'il faut approfondir, mais pour traiter des crimes de terrorisme dans la justice pénale internationale. Je vais te poser ma dernière question. Est-ce que tu penses aujourd'hui que la Cour pénale internationale est contrôlée par le puissant? C'est-à-dire que c'est eux qui décident? Ça, c'est une question à la fois juridique et politique. C'est-à-dire que d'un point de vue juridique, la Cour pénale internationale, c'est une juridiction indépendante, ça, il n'y a pas de doute. Oui. Le procureur est indépendant, mais elle a été créée par les États. Et donc la justice pénale internationale, et j'imagine que c'est pour ça aussi que tu t'intéresses à ces questions, elle est à la fois aux frontières du droit, de la politique. Je disais, on a besoin des États pour fonctionner, de la coopération des États pour fonctionner. Et la communauté internationale, elle est le fruit et un écosystème dans lequel les puissances exercent tantôt leur domination, tantôt elles sont dominées, ou en tout cas elles font l'objet de pression de la société civile, d'autres États. Et donc, non, la justice pénale internationale, elle n'est pas plus dominée par les puissants que la mondialisation, que l'Union européenne, que la politique internationale en général. Elle est effectivement influencée par, des formes de puissance, mais elle est à la limite le projet dans l'histoire de l'humanité qui se détache le plus des logiques de puissance qui de toute façon existent dans le domaine international. Je disais, effectivement, les États-Unis, la Russie, la Chine ne sont pas partis à la Cour pénale internationale, donc dans son fonctionnement interne, jouent un rôle mesuré, pas inexistant, mais mesuré. Et le simple fait qu'aujourd'hui, si on parle de puissant, la Russie c'est une puissance, personne ne va le nier. Le fait qu'aujourd'hui le procureur de la Cour pénale internationale s'attaque au président en exercice d'une puissance, c'est bien la preuve en tout cas que elle n'est pas aux mains des puissants. Elle est influencée par les puissances, mais elle n'est pas aux mains des puissances. D'accord. Merci en tout cas d'avoir accepté mon invitation. Est-ce que tu as un mot de la fin ? Non, tout le plaisir est pour moi. Un mot de la fin, ce serait d'inviter tous tes auditeurs à s'intéresser à la justice pénale internationale dans sa complexité, mais aussi dans sa diversité. Oui. Et donc, pas uniquement pour les étudiants en droit international, pour les étudiants en droit, pour les étudiants en sciences politiques, parce que c'est vraiment un beau projet et qui nécessite justement en fait d'aller un peu au-delà des clichés et de vraiment s'y intéresser et d'avoir une participation la plus collective possible pour donner vie et pour renforcer ce projet qui pour moi est vraiment un des plus beaux de l'humanité, au moins au cours des 2 dernières
dernier siècle. Donc voilà, ce sera mon appel. Merci, Monsieur Johan. Merci de nous avoir suivis, cher peuple. Rendez-vous chaque mercredi à partir de 14h sur Chiz Radio, la radio de l'Université Laval, 94.3 FM, et chaque dimanche à la même heure sur YouTube, cher peuple. Et pour ceux et celles qui veulent participer à l'émission, vous pouvez nous écrire à la tribune pour le peuple à commercial@gmail.com. N'oubliez pas, cher peuple, à vous abonner à nos pages et chaînes La Tribune.